Vaste territoire peuplé d'êtres fantastiques et de créatures extraordinaires, la fantaisie explore sans cesse les mondes du merveilleux. Mais d'où vient ce genre artistique, aussi riche que varié? Quelle en est la genèse? Après avoir conçu l'univers visuel des films Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et de la série Les Anneaux de Pouvoir, l'illustrateur John O se fait explorateur et nous emmène sur les traces de 4 auteurs qui ont défini les grandes lignes de la fantaisie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Après avoir sillonné l'Europe en quête des influences laissées par les contes de fées et les récits de fantaisie de William Morris, j'accoste sur les rivages de la côte est des États-Unis. En traversant l'océan, la fantaisie a dessiné de nouveaux territoires. Elle a créé de nouvelles influences, de nouvelles cosmogonies qui ont marqué profondément le genre jusqu'à aujourd'hui. Il m'était donc indispensable de me rendre sur les lieux de naissance de ce nouvel imaginaire qui allait s'avérer résolument moderne. Première étape, la ville de Providence, au sud de Boston, ville natale de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft. Et j'ai découvert l'œuvre de Lovecraft quand j'avais 20 ans. Depuis, il n'a jamais cessé de me fasciner. Lovecraft est un des grands innovateurs du genre. Surnommé à tort le reclus de Providence, il a longtemps été considéré comme un être excentrique avec une personnalité complexe, pleine de contradictions. Afin de connaître cet auteur singulier, un pèlerinage s'impose dans les rues que lui-même a arpentées. Un de ses récits les plus emblématiques, faisant de Lovecraft un auteur culte, est sans conteste L'Appel de Cthulhu, écrit en 1925 et publié dans un magazine en 1928. C'est dans la ville de Providence, dans le Rhode Island, qu'en 1927, Francis Thurston arriva pour prendre possession d'un étrange héritage. Celui-ci lui était légué par son grand-oncle, le professeur Angel, décédé dans d'étranges circonstances. Thurston découvrit alors une étrange boîte contenant un bas-relief, des coupures de journaux, des lettres et un manuscrit auquel, manifestement, le professeur en archéologie attachait une grande importance. Thurston prit ainsi connaissance de la rencontre insolite entre le professeur émérite et un jeune artiste du nom d'Anthony Wilcox. Celui-ci, hanté par des rêves de plus en plus étranges, fascinait le chercheur par son érudition inconsciente et ses transes intrigantes. Sur un bas-relief, fruit de son imagination onirique, Wilcox avait sculpté une créature cauchemardesque, une figure hybride et inconnue, entourée d'étranges hiéroglyphes dont il ne connaissait pas la signification. Convaincu de la véracité de ce que décrivait Wilcox, le professeur Angel lui consacra de plus en plus de temps, jusqu'au jour où le jeune artiste succomba à une crise de démence et disparut en convalescence chez ses parents. À la suite de cette crise, le jeune homme ne se souvenait plus de rien. Le professeur Angel constata cependant que pendant la période où se manifestaient les transes de Wilcox, d'étranges phénomènes apparaissaient partout dans le monde. Lovecraft est un écrivain prolifique. Son œuvre constitue un territoire à part entière de la fantaisie, à la frontière de l'horreur, du fantastique et parfois même de la science-fiction. Pour en savoir plus, j'ai la chance de rencontrer S.T. Joshi, qui a consacré sa vie à étudier et à tenter de comprendre Lovecraft et son œuvre. Nous sommes devant une de ces maisons. À bien des égards, c'est la maison où Lovecraft est devenu l'écrivain que l'on connaît.
Il est allé au lycée ici et il a écrit des articles sur l'astronomie pour le journal local. Puis il a abandonné le lycée et après quelques années de désœuvrement, il a redécouvert le monde du journalisme amateur. Il s'est alors lancé dans la rédaction d'articles, de poèmes et d'éditoriaux. Au début, il y avait peu de récits de fiction, mais à partir de 1917, il s'est mis à en écrire de plus en plus. Il a commencé à les proposer au magazine Weird Tales en 1923, alors qu'il vivait dans cette maison. La ville de Providence joue un rôle central dans sa littérature. Absolument. Il s'est vraiment défini comme un auteur de Providence, au point de dire « je suis Providence ». Non seulement parce qu'il était résident de cette ville, mais aussi pour sa connaissance de sa topographie, de sa culture et de son histoire qui remonte jusqu'au XVIIe siècle. Et si on visitait la Providence de Lovecraft? Oui, faisons ça. Merci. On ne peut pas sous-estimer l'importance de cette maison, non seulement dans la vie de Lovecraft, mais aussi dans la littérature américaine. Imaginez, c'est ici qu'il a écrit L'appel de Cthulhu, La clé d'argent, l'affaire Charles Dexter Ward, La couleur tombée du ciel, Celui qui chuchotait dans les ténèbres, Les montagnes hallucinées, Le cauchemar d'Innsmouth, La maison de la sorcière. Ce sont les récits majeurs auxquels on associe H.P. Lovecraft. Et ils ont tous été écrits au cours des 7 années qu'il a passées ici. Voici la maison de la poétesse Sarah Ellen Whitman, à qui Edgar Allan Poe a fait la cour en 1848. C'est une magnifique demeure ancienne. Je ne suis pas certain de la date, mais une chose est sûre, d'ici il s'est rendu au cimetière de l'église Saint-John. Nous sommes à l'Observatoire Ladd de Providence, dans le Rhode Island, un endroit que Lovecraft a fréquenté il y a un peu plus d'un siècle. Pouvez-vous nous parler de sa fascination pour la science et pour l'astronomie? Oui. L'astronomie a été une science parmi tant d'autres qui l'ont intéressé dès son plus jeune âge. Il a d'abord découvert la chimie à l'âge de 8 ans, en 1898, et presque immédiatement, il s'est mis à écrire sur le sujet. Il a lancé un petit journal appelé Scientific Gazette en 1899. En 1902, il a trouvé les livres d'astronomie de sa grand-mère. Elle était déjà morte à cette époque, mais ses livres étaient encore dans la maison. Il a été fasciné par l'astronomie et par l'immensité du cosmos que cette science lui a ouverte. Est-ce qu'il aurait aimé poursuivre dans cette voie et en faire son métier? Je pense que oui. Comme vous l'avez dit, il a commencé à venir ici dès 1903. Il n'avait alors que 13 ans. Il n'était même pas encore au lycée. Il s'est énormément consacré à l'astronomie pendant ces 5 années. Il a lancé son propre petit journal qu'il a appelé le Rhode Island Journal of Astronomy. Il a écrit plusieurs articles sur l'astronomie pour des journaux locaux. Le problème, c'est qu'à son entrée au lycée en 1904, il s'est rendu compte que ses compétences en mathématiques étaient insuffisantes. Il n'a pas pour autant totalement abandonné l'astronomie. Il l'a intégrée à son œuvre et c'est là l'une des qualités remarquables de Lovecraft. L'ampleur de son savoir scientifique se reflète dans ses écrits.
Ce socle scientifique est présent dès le début. Une de ses premières nouvelles, Dagon, se passe en haute mer, en pleine Première Guerre mondiale. Il y fait intervenir de nombreuses sciences, comme la géologie, la paléontologie et un certain nombre d'autres. Il y combine de main de maître la science et l'étrange. En fait, cette étrangeté résulte de la science. La cosmologie de Lovecraft est également unique en son genre. C'est vrai. L'essence de Lovecraft, c'est ce qu'il appelait le cosmicisme. Il entendait par là la conscience de l'immensité de l'univers, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. L'univers est infini, mais il est aussi très vieux. C'est pourquoi il a créé les entités nommées Grands Anciens. Elles symbolisent l'immensité du temps qui rend les humains totalement insignifiants au sein du cosmos. Même dans les histoires qui ne sont pas directement liées à la grande cosmologie de Lovecraft, dont fait partie Cthulhu, on la retrouve quand même un peu. Et il n'a pas pu s'empêcher de faire référence à certains éléments de sa grande œuvre, les noms, les lieux, les livres. On a donc l'impression que tout se déroule dans un seul univers. Même s'il s'agit plus ou moins d'une histoire de fantôme, certains éléments sont liés à ce grand univers. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de très répandu. À l'époque, en tout cas, ce n'était pas commun de créer un ensemble d'œuvres où tout est connecté à un seul et même grand univers. Est-ce qu'on peut dire que les grands anciens de Lovecraft sont les divinités primordiales de la dark fantasy? Je crois que oui. Personne n'avait jamais fait quelque chose de ce genre avant lui. Un critique a d'ailleurs dit que l'œuvre de Lovecraft était comme un seul grand roman. C'est peut-être un peu exagéré, car tous ces récits n'entrent pas dans ce tableau. Mais c'est le cas de bon nombre d'entre eux, et ils se complètent. Ce sont des histoires indépendantes, tout en étant liées non seulement aux entités, mais aussi au cadre et à bien d'autres éléments. Si le fameux archéologue s'était intéressé au dire de Wilcox, c'était aussi en raison d'un témoignage antérieur qui mentionnait des éléments similaires, et ce de manière très précise. Cette créature sculptée, l'inspecteur Legrasse de la Nouvelle-Orléans lui en avait déjà rapporté l'existence par le biais d'une statuette faite d'un métal inconnu. À la suite de disparitions mystérieuses dans les marais environnants, l'inspecteur décida de procéder à une opération de police mémorable dans le bayou de la Nouvelle-Orléans. Sur une île isolée et dissimulée à toute civilisation, des adeptes fanatiques et à demi fous se livraient à d'étranges célébrations criminelles, vouant un culte à une statue. Celle d'une créature à tête de céphalopode, au corps de dragon ailé et aux griffes acérées, que les formules incantatoires désignaient comme Cthulhu. Lors de la série d'arrestations, un certain Castro évoqua l'existence des grands anciens et d'un culte ancestral d'un monde avant le monde, au demeurant toujours bien actif et constituant une menace pour l'humanité moderne. Le policier, inquiété par ce possible danger, entra ainsi en possession de la statuette et se rendit au Congrès dans l'espoir d'en savoir plus auprès de spécialistes. Après lecture du manuscrit, de coupures innombrables de journaux et de l'importante correspondance, Francis Thurston décida de mener une enquête autour du monde. Il devait en savoir plus sur ce culte aussi secret que dangereux et qui semblait être à l'origine du décès de son oncle.
J'apprends peu à peu à connaître le parcours de cet autodidacte issu d'un milieu aisé, mais incapable de s'adapter à l'évolution de la société américaine. Il est constamment hanté par l'idée du déclin irrémédiable d'un monde passé. Son œuvre en est marquée, et elle dénonce l'existence de cette incroyable menace qui pèse sur les hommes et la raison. Grâce aux archives et à son imposante correspondance, nous pouvons aujourd'hui mieux le comprendre. Qu'est-ce que nous avons ici? Il s'agit du manuscrit dactylographié de l'Appel de Cthulhu, un des récits fondateurs de Lovecraft. Nous n'avons plus le manuscrit rédigé à la main parce qu'il l'a détruit après avoir réalisé ce tapuscrit. Nous nous trouvons actuellement dans la bibliothèque John Hay de l'université Brown, qui est de loin l'institution possédant le plus grand nombre de manuscrits de Lovecraft. Plusieurs années après la rédaction de cette nouvelle, son ami Robert Barlow lui a dit « Mais à quoi ressemble Cthulhu ?» Et Lovecraft lui a répondu « Attends, je vais le dessiner. » Il était très loin d'être un dessinateur professionnel ou talentueux. Et pourtant, ces croquis très intéressants de Cthulhu de face et de dos évoquent plutôt bien ce à quoi devait ressembler cette créature emblématique. Je pense que c'est une des grandes erreurs des personnes qui illustrent Lovecraft, notamment dans les films. Dès qu'on en montre trop, on perd le mystère. Par chance, ma façon de dessiner fait que je dévoile rarement le sujet entier. Une moitié se trouve toujours dans l'ombre. J'ai réalisé quelques tableaux inspirés par Lovecraft. Et quand le sujet n'est pas dans la pénombre, il y a de la brume. Une partie n'est pas visible. Beaucoup d'artistes ne résistent pas à la tentation de trouver un sens aux descriptions de Lovecraft. Ils en font et en dévoilent trop. Je ne crois pas que les inventions de Lovecraft soient faites pour être vues très clairement. Pour moi, le motif récurrent chez cet écrivain, c'est que si on voit les choses trop nettement, elles vous rendent fou. Alors, si en tant qu'artiste, vous pouvez dessiner Cthulhu clairement et le regarder sans sombrer dans la folie, ce n'est pas du vrai Lovecraft. Il faut des ténèbres, de la distorsion, du brouillard. Voici une enveloppe sur laquelle Lovecraft a jeté des notes pour son roman qui se déroule en Antarctique, Les Montagnes hallucinées. Il y a un dessin d'une des entités appelées Grands Anciens, des créatures venues de l'espace qui sont arrivées en Antarctique et y ont fondé une colonie. On y voit également plein de petites notes sur ce qu'il voulait intégrer à son manuscrit. Plein d'informations scientifiques sur l'aspect et la nature de ces créatures. Ce processus a dû s'étaler sur plusieurs mois avant qu'il commence réellement à écrire son histoire. C'est comme ça que procédait Lovecraft. Et au début de l'année 1931, cela a abouti à cet incroyable premier jet rédigé à la main des Montagnes hallucinées. Comme il était plutôt désargenté, il n'avait pas beaucoup de papier sous la main. Alors quand il recevait des lettres, il utilisait le verso pour ses manuscrits. C'est incroyable. Il est vraiment unique dans le monde de la littérature fantastique. C'est sans doute en grande partie ce qui lui a permis de devenir une influence pour les écrivains qui ont suivi. Il a quand même attiré l'attention d'auteurs de science-fiction qui vont d'Arthur C. Clarke à Philip K. Dick, des auteurs de romans fantastiques, des auteurs de pur supernaturalisme, mais aussi des auteurs grand public. Son influence sur la scène littéraire est donc immense aujourd'hui.
Nous sommes dans le cimetière St. John, apparemment un des lieux de prédilection d'Edgar Allan Poe et d'Howard Phillips Lovecraft. Absolument. Sans mauvais jeu de mots, je pense que c'est vraiment une terre sainte pour les amateurs de weird fiction. On est à mon sens au cœur de la tradition de l'horreur américaine. Comme vous l'avez dit, Poe et Lovecraft sont liés à cet endroit. Lovecraft, d'ailleurs, était au courant que Poe venait ici. Mais Poe n'a pas seulement influencé les ballades nocturnes de Lovecraft, il a aussi pesé sur sa production littéraire. Certainement. Cette influence est considérable et omniprésente. Certains traits fondamentaux de leur écriture sont assez similaires. Pour commencer, le plus notable, c'est leur prose dense, richement nuancée, parfois même un peu extravagante et outrancière. Mais c'était une volonté de leur part. Ce n'était pas par accident qu'ils écrivaient de cette façon. Tous deux estimaient que ce genre d'écriture était nécessaire pour faire passer les images et les émotions qu'ils souhaitaient transmettre par le biais de leur fiction d'horreur. Il y a beaucoup d'autres ressemblances entre Poe et Lovecraft. Tous deux s'intéressaient énormément à la science et l'ont incorporée à leur œuvre. Ils écrivaient de la fiction fantastique et d'horreur, et même une sorte de proto-science-fiction. Mais comme je l'ai dit, au fil du temps, Lovecraft a assimilé l'influence de Poe et l'a intégrée à sa propre façon d'écrire. Elle est restée profondément poesque, mais à sa façon bien à lui. Lovecraft a écrit une œuvre unique, publiée de son vivant seulement dans les magazines bon marché qu'étaient les pulps. Mais en imaginant une mythologie moderne, peuplée de créatures telles que Cthulhu, il est aujourd'hui universellement reconnu et considéré comme un des maîtres absolus du genre. De la Nouvelle-Zélande à la Norvège, en passant par la Louisiane et l'Australie, l'anthropologue en quête de gloire accumula les preuves sur le mythe de Cthulhu. À Oslo, il put récupérer le journal d'un marin nommé Johansen, lui aussi décédé des suites d'un étrange incident. Ce précieux document relatait de terribles événements. À la fin mars 1925, alors qu'il sortait d'une tempête à bord du schooner Emma, l'équipage fut arraisonné par les hommes cruels du vapeur l'Alert, qui tentaient par tout moyen d'envoyer le voilier par le fond. Après un combat sanglant, Johansen et quelques hommes, ayant récupéré le navire de leurs agresseurs, parvinrent à accoster sur une île troublante. Dès qu'ils posèrent leurs pas sur les flancs boueux, ils ressentirent aussitôt l'irrémédiable danger. Dans le dédale des édifices cyclopéens aux dimensions absurdes et aux angles impossibles, ils découvrirent la porte de la cité de R'lyeh. Celle-ci s'ouvrit et du méphitique gouffre parut éveiller au monde un monstre véritablement cauchemardesque. Johansen et un certain Bryden parvinrent miraculeusement à échapper aux griffes de Cthulhu. Ils rejoignirent le vapeur et quittèrent ces lieux infernaux, non sans mal, car Bryden y laissa la vie, terrassé par la folie. Johansen, lui, navigua inconscient jusqu'à son sauvetage. La découverte de ces faits inquiétants confirma les soupçons angoissés de Thurston quant à l'existence d'une secte maléfique, prête à tout pour rester secrète, et dont il se savait désormais la cible. En dehors du fait que tout le monde sait qui il est, Lovecraft a surtout su créer un univers. Et dès le début, ou presque, il a invité d'autres personnes à y contribuer. Il a ouvert une porte. Et cette porte ne s'est jamais refermée. Je ne vois aucun écrivain de romans d'horreur, qu'il soit contemporain ou de l'époque de Lovecraft, qui n'ait à un moment créé son histoire à la Lovecraft. Les premiers auteurs ont apporté leur contribution par leurs livres et par leurs manuscrits, et il en a fait un univers.
Je ne sais pas si ça a été conscient de ma part, mais c'est un peu ce que j'ai fait avec Hellboy. Quand l'univers que j'ai créé s'est étendu, j'ai permis à d'autres écrivains d'entrer et de construire quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu faire seul. C'est très triste que Lovecraft n'ait été reconnu qu'après sa mort. C'est effectivement très triste. Dans toute l'histoire de la littérature, je ne connais aucun autre écrivain aussi anonyme de son vivant et qui a atteint aujourd'hui une telle renommée internationale. Et cette renommée va bien au-delà de la seule littérature. Elle a infiltré la pop culture, le cinéma, la télévision, toutes sortes de médias. Lovecraft est un nom extrêmement connu. Quand on le mentionne, vous êtes censé savoir de qui il s'agit. J'imagine qu'il en aurait été ravi. Ravi, mais aussi stupéfait. Avec son humilité naturelle, il aurait dit « Oh, je ne mérite pas une telle reconnaissance ». C'est pourtant le cas. Son œuvre possède une intensité qui a touché des millions de personnes. Il mérite chaque instant de sa réussite posthume.